C'est ma maman. Mhm. On va la rappeler plus tard. Ah, et là là. OK. Bon, ben, si vous avez. Ah, Gabriel, t'avais-tu une autre question ou ça va? Hop, ton micro est fermé, mon ami. Non, c'était par rapport. La question, c'était par rapport au travail. C'est OK. juste pour savoir le lundi. C'est pour ça que j'avais levé la main. Oui, donc lundi. Ouais. Oui, c'est ça, lundi. Gardez, pas de stress, là. OK? Pas de stress. Moi, ce qui est important, là, c'est que c'est ce que vous en retirez. OK? C'est pas pour vous noter là. Le but, c'est vraiment que vous alliez en chercher quelque chose, puis que vous articuliez votre compréhension de la patente. C'est ça l'objectif, mon objectif avec vous autres dans les différentes activités. Fait que moi, j'essaie de vous donner du savoir essentiel, des choses qui vont vous servir pour le reste de votre vie. Là, on parle de phénomènes économiques ou on parle de connaissances générales en matière politique, sociale. Donc, c'est tout ça que je veux aller comme vous donner, vous en donner le plus possible. Et c'est des choses qui peuvent vous être utiles pour votre cégep puis pour votre université. OK? Donc, c'est simplement ça l'objectif de la patente. Alors, sans plus attendre, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va commencer donc à parler des cycles économiques. Et donc, je vais vous projeter temporairement. Voilà, share, ploc, qui est ici. Voilà. OK, petit guidou laïlaï. Alors, tout le monde va bien? Mhm. Super. Alors, là, on a ici la fameuse courbe des cycles économiques. Alors, ça, là, ici, là, ça représente presque 10 ans. Généralement, un cycle économique complet, dans la plupart du temps, ça dure 10 ans. OK? Donc, on a une période ici où on est en croissance économique. Et à un moment donné, si vous regardez ici, vous allez vous apercevoir que la courbe elle devient un petit peu plus prononcée. Là, ici, donc, on tombe en surchauffe. OK? En surchauffe économique. On atteint un plateau qu'on appelle la stagnation. Et finalement, quand ça redescend, ça devient une récession. Et la récession en tant que telle, si elle se prolonge, quand ça arrive, ça devient une dépression. Tout ça avant de toucher le fond et de renouer avec la croissance économique. Alors ça, c'est le gros cycle. Et généralement, un cycle économique comme ça dure entre 8 et 12 ans. Donc, dans la moyenne, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le capitalisme a cette idée un peu folle de dire qu'on peut avoir de la croissance pour toujours, une croissance illimitée, mais c'est illusoire de penser ça. C'est une idée folle parce que concrètement, ce que l'économie au 20e siècle nous a montré à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est toujours un cycle d'à peu près entre 8 et 12 ans où on a une croissance, un plateau, une récession. La plupart du temps, c'est ça qui se passe. On a une récession de quelques années, puis whoop, ça reprend. OK? C'est pas mal toujours comme ça que ça fonctionne. Alors, la première étape, là, j'ai-tu accès à... Je suis curieux de savoir, j'ai-tu accès à mon... je veux juste voir si j'ai accès à mon petit un crayon ou quelque chose pour pouvoir écrire par-dessus ça. Je pense que non, moi. Ça aurait été cool, par exemple. Attends. Stop sharing. Non. Annotate. Ah oui, je l'ai. Yeah! Trop cool. OK. Donc, excusez, je me parle tout seul. Là. C'est des choses qui arrivent. OK. Alors, ça ici, c'est le numéro 1. OK? Ici, on a le 2. J'ai l'impression de faire comme mon gars qui est en train d'apprendre à écrire. Tu sais. Le pire, c'est que ça, c'est une de mes questions d'examen. Il fallait que je vous demandais à quoi correspondait chacune des affaires. J'ai Alexis qui me demande le graphique que vous nous montrez était à quelle année ou c'est juste un exemple? C'est juste un exemple, Alexis, OK?
C'est simplement un exemple, mais c'est un exemple qu'on peut généraliser. Là. C'est un exemple qui est bon pour à peu près toutes les situations. Là. Donc, on a cette situation-là ici. Donc, l'augmentation, et ça ici, on regarde le PIB. C'est quoi le PIB? Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot PIB? Gênez-vous pas, là. Vas-y, Gabriel. C'est pas le produit intérieur brut Le produit de la intérieur brut. population. C'est exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire, produit intérieur brut? Ben, C'est quoi comment on pourrait le définir dans nos mots là, pour que ça soit compréhensible? c'est pas l'argent en entier que la population fait. Je sais pas, là. Je suis pas exactement sûr. OK. On pourrait le résumer de façon plus claire dans l'ensemble de ce qui est produit ou qui est offert en service sur un territoire donné. OK? Tout ce qui est produit, donc qui est fabriqué, des objets qui sont fabriqués, de toutes sortes, là, hein? Du papier de toilette au trombone en passant par les mitrailleuses des tanks. OK? Donc, tous les objets qui sont fabriqués dans un pays et tous les services qui sont offerts, les coupes de cheveux, les grattages de dents, peu importe le service, Bibi ici, là, ce que je suis en train de faire avec vous autres, là, il me paye pour faire ça. Là. OK? Donc, ça, c'est comptabilisé et ça nous donne le produit intérieur brut d'un pays. Et c'est une mesure de la richesse d'un pays. Et tant que ça croît, tant que ça va en augmentant, donc, on est en période de croissance économique. Donc, croissance, on est dans le plus. OK? La deuxième étape, c'est la surchauffe. Alors, je vais prendre un exemple pour vous expliquer un petit peu le cycle. C'est l'exemple que je prends habituellement en classe, que je reprends en classe avec vous autres. Imagine-toi qu'on est dans 10 ans, 15 ans d'ici. Vous avez terminé vos études, vous venez d'intégrer le marché du travail, les choses vont bien, vous avez l'amour de votre vie, vous vous installez ensemble et là, vous décidez de vous acheter votre première maison. Félicitations. C'est cool. Je suis content pour vous autres. C'est quelque chose que je vous souhaite d'ailleurs de vivre le plus rapidement possible. Donc, vous arrivez dans ce climat-là et là, vous achetez votre terrain, vous achetez un terrain, je ne sais pas moi, à Saint-Jérôme ou à Sainte-Sophie. Et là, vous voulez vous construire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir, par exemple, un entrepreneur en construction, vous achetez, vous requérez ses services pour construire votre maison. Construire la maison, là, ça va prendre du bois, ça va prendre un paquet d'affaires. D'ailleurs, on dit toujours, si la construction va bien, l'économie va bien. Si la construction va mal, l'économie va mal. Donc, l'industrie de la construction, c'est un baromètre de la santé économique d'un pays. OK? Et donc, toi, tu vas avoir besoin de 2 par 4 en grande, grande quantité pour construire ta maison. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, première des choses, tu achètes ton terrain, tu t'en vas à la banque, tu empruntes à la banque pour acheter un terrain. Donc, tu lèves une hypothèque, un prêt hypothécaire. Ensuite de ça, là, ça va être décaissé par tranche, ça va être donné à l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, va engager du monde, des menuisiers qui vont faire travailler pour construire ta maison. Là, ça prend des 2 par 4. Les 2 par 4, on les prend, mettons, chez Matériaux. Hein, c'est à côté de l'école. Donc, on prend les 2 par 4 chez Matériaux. Et là, on commande des 2 par 4. Là, il y a le boom truck qui arrive sur le chantier, il vient porter tes 2 par 4. Tes 2 par 4, là, ça libère de l'espace dans l'entrepôt à bois du matériau. OK? Fait que le matériau a besoin, lui, de se restocker. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Prend le téléphone, appelle la scierie. La scierie, elle, est où? Est dans le bout de l'Ascension. OK? Donc, à l'Ascension, ils reçoivent le call, on a besoin de bois. Mais il n'est pas tout seul. Il y a plein de maisons qui se construisent parce qu'on est en croissance économique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit écoute, moi, je suis déjà à pleine capacité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rouvre un deuxième shift. Et comme il rouvre un deuxième chiffre, il y avait juste un chiffre de jour, il rouvre un chiffre de soir. Et là, il engage du nouveau monde. Donc, ça met du monde au travail. OK? Ça stimule l'économie. OK? Et là,
comme on fabrique de plus en plus de 2 par 4, on a besoin de plus en plus de bio de bois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la compagnie forestière qui bûche, puis on va lui dire on a besoin de plus d'arbres, on a besoin de plus de bio de bois pour pouvoir faire plus de 2 par 4. Alors, on va engager plus de bûcherons. Et là, les bûcherons, eux autres, vont bûcher plus de bois, qui fait qu'ils vont ramener. Puis là, ça continue à fonctionner. Là, ton 2 par 4, là, le temps qu'il se rende jusque sur ton chantier, là, à un moment donné, il va se produire un phénomène. Comme tout le monde en a besoin de 2 par 4, ça crée un phénomène de rareté. Et là, la chaîne est capable d'en produire, mais jusqu'à un certain niveau. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va faire selon vous? Ça va créer. Vas-y, Gabriel. Le prix, va augmenter. Le prix va se mettre à augmenter. Exactement. Le prix va se mettre à augmenter. Tu as tout à fait raison. OK? Et comme le prix se met à augmenter, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ta maison va te coûter plus cher. Si ton 2 par 4, au lieu de te coûter, je ne sais pas moi, 5 piastres, il te coûte 6 piastres, bien là, ta maison vient de monter quasiment de 20 %. OK? Donc, ça, c'est une considération qu'il ne faut pas oublier. Alexis, t'avais-tu une question ou ça va? Est-ce que je t'ai vu? Non, c'est correct. OK, c'est beau. Gabriel, as-tu d'autres choses à ajouter? Non? Oui? Non. OK, c'est beau. Soyez pas gênés. Hein, quand vous avez des questions, n'importe quoi, là, interrompez-moi. Ça me fait plaisir d'y répondre. Là, hein? Moi, je suis là pour ça. Là, je suis là pour vous autres. Là. Donc, attends une minute. On va enlever lui, puis on va enlever lui ici parce que je me suis trompé dans mes chiffres tantôt. T'es où, toi? Où du crayon? Format. Attends. OK. Non, c'est pas l'efface que je veux, bâtard. Draw, peut-être? Non. C'est ridicule. Attends une minute, il est où le crayon? Je l'avais tantôt. OK. Excusez-moi, là, c'est juste que je suis dans un trip un peu bizarre, là, mais... OK. 3. Tiens, toi. 4, 5. OK, c'est beau. Parce que sinon, mes chiffres ne fitaient pas. OK. Donc, je fais des petits bonhommes. Je m'amuse. Donc, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta maison, donc, elle va coûter plus cher. Comme elle va coûter plus cher, ben écoute, toi, tu vas avoir des dépassements de coûts. Il va falloir soit que tu empruntes plus, tu t'endettes plus, ou encore que tu demandes à ton patron une augmentation. Hein, c'est comme ton prix de la peine de lait. Vous vous en souvenez, hein? Vous parlez de l'offre et de la demande au début de l'année en éducation financière. Là. On voyait ça ensemble au mois de septembre, octobre. Puis là, je vous expliquais que c'était l'augmentation du prix de ta peine de lait. Daphné, vas-y. Le 5, ça équivaut à tout le reste de la ligne ou c'est comme juste la partie qui descend et après ça recommence 1, 2, 3, 4, 5? Le 5 dans le fond, là, il s'arrêterait. Attends une minute, là, je vais juste essayer de. Dans le creux, là, OK? Dans le bas du creux. Le 5, c'est ta dépression. Puis après, ça sera encore 1, 2, 3. Oui, après, on reprend, effectivement. On renoue avec le 1, 2, effectivement, on repart. Là. Okay? Monsieur, sur le document, ils disent que la partie 4 et 5, c'est la reprise. Oui. Mais c'est ça, la reprise? Attends une minute, là. Laisse-moi. Ah! Correct. Laisse-moi le baisser, là. Je vais faire un scroll down un peu, là. Récession. OK, les autres, ils disent 3, 4. OK, c'est que les autres, ils mettent le chiffre pas à la même place. C'est ça l'affaire. Surchauffe, ralentissement. OK, les autres, ils mettent l'étape du ralentissement avant. C'est ça la différence. Moi, je ne l'ai pas mise. OK? De toute façon, OK, diminution très grave, ça, c'est la dépression. Reprise, ce serait 4, 5. OK, fait que dans le fond, je pourrais changer mes chiffres, là. Qu'est-ce que je peux faire? Oh. J'ai mis toutes mes lettres à mon cours. Ah oui? Bravo, mon chéri. Maman est fière de moi? Ben oui, moi aussi, je suis fier de toi. OK, ouais, tu vas avoir la tablette un peu. Excusez-moi.
c'est les risques et les dangers de faire de donner des cours à distance. OK. Hey, donc, je continue avec mon fameux exemple de la maison, OK? Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on tombe dans une économie qui va être qui tombe en surchauffe. Parce qu'en surchauffe, là, on a ouvert un deuxième chiffre, on va ouvrir un troisième chiffre. Et le troisième chiffre qu'on va ouvrir pour, par exemple, à la scierie, donc là, ça roule à plein, ça roule jour, soir, nuit pour fabriquer des 2x4. Mais on n'est plus capable d'en produire, on est à la limite de la production. Et là, tes 2x4 continuent d'augmenter. Là, on est en surchauffe. Donc, les travailleurs, souvent, dans ce temps-là, vont demander des augmentations de salaire parce que l'augmentation des prix, on tombe dans un régime d'inflation. Est-ce que c'est une notion que je vous avais expliqué, l'inflation? Ben, je ne sais pas, là, mais moi, je sais que l'inflation, c'est pas nécessairement bon pour l'économie, là, mais... L'inflation, c'est l'augmentation du prix, OK? Fait que c'est ta pinte de lait qu'au lieu qu'elle coûte 2 piastres, elle se met à te coûter 2 piastres et demi. Puis là, tu te dis, oui, mais pourquoi? Et là, il peut y avoir toutes sortes de facteurs qui expliquent cette augmentation du prix-là. Notamment, par exemple, tu as une augmentation du prix de l'essence. Donc, l'essence, là, est utilisée à plusieurs moments pour ton lait. OK? D'abord, pour la prendre à la ferme puis l'amener jusqu'à l'usine de transformation. Donc, là, ça prend de l'essence. Et là, il faut payer cette augmentation du coût-là. Ensuite de ça, une fois sur place, souvent, il y a certains entrepôts réfrigérants qui vont fonctionner, eux autres, au gaz naturel ou au pétrole. OK? Il y en a qui fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, la plupart, c'est à l'électricité, heureusement, là. On transforme le lait, on le met dans des cartons, on le met dans des sacs, on remet ça dans le camion, on le retransporte pour vous le vendre. Donc, dans les épiceries, souvent, on va l'amener jusqu'à un centre de distribution d'une épicerie. Et là, du centre de distribution, on va le retransporter jusque dans les épiceries où vous allez l'acheter. Donc, cette essence-là qui a été brûlée et qui coûte plus cher, bien, qu'est-ce que vous pensez que l'entreprise va faire? Elle va augmenter le prix de la pinte de lait pour le refléter, cette augmentation-là. Les travailleurs qui travaillent au sein de l'usine, eux autres ne vont pas accepter de s'appauvrir. Comme la pinte de lait coûte plus cher, tout se met à coûter plus cher. Donc, pour compenser, eux autres vont aller demander des augmentations. OK? Et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez demander une augmentation de salaire. Et ça génère de l'inflation. Donc, ton produit se met à coûter plus cher. Okay? C'est ça. C'est là qu'on tombe dans la surchauffe. Et cette surchauffe-là, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle amène? Elle va éventuellement amener un ralentissement. Le ralentissement sur votre tableau qui est le 2-3. Là, OK? Étape 2-3, il faudrait que je remette mes chiffres dans le fond. Là. Je pense que je vais tout clairer ça. Là. Clear all. Hein? Bang. Là, vas-y, Gabriel. Mais en fait, l'inflation, est-ce qu'elle peut se compter aussi, par exemple, la diminution de la valeur de la monnaie, par exemple, comme on a ici avec la crise du COVID là, au Canada? C'est sûr que si ta monnaie augmente trop rapidement, la valeur de ta monnaie augmente trop rapidement, généralement, ça, on va le voir, ces mécanismes-là dans les prochains cours en économie en passant, là, Gabriel. OK? Qu'est-ce qui fait qu'une monnaie augmente? Généralement, c'est la spéculation sur la monnaie. Et c'est et ça va faire que c'est la devise, c'est la monnaie scripturale. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous l'avez vu, ça, le scriptural fiduciaire? Avez-vous vu les vidéos? Ça, je l'ai mis en ligne. Ça, c'est la première vidéo que j'ai faite. Moi, je l'ai vu. Monnaie scripturale, monnaie fiduciaire. OK, si monnaie scripturale, c'est genre les chèques puis exact. Ce qui est écrit. C'est l'argent qui repose sur la dette qui est fabriquée par les banques. Mm-hmm. Alors que la monnaie fiduciaire, c'est les billets de banque, c'est les pièces de monnaie qui sont frappées, qui sont imprimées par la monnaie royale canadienne et par la Banque du Canada. OK? Donc, il y a des gens qui vont spéculer sur la devise. Donc, au lieu de jouer à la bourse, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des devises. Et il y a des pays étrangers, il y a des investisseurs étrangers qui achètent du dollar canadien puis qui spéculent sur le dollar canadien. Or, si ta masse monétaire est réduite, à ce moment-là, ça va faire augmenter la valeur de ta monnaie parce que ta monnaie, il y en a moins sur le marché, donc elle est plus rare. Si elle est plus rare, elle vaut plus cher. Comprenez-vous l'opération?
OK? Et donc, il y a un paquet de facteurs qui rentrent là-dedans. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas m'embarquer là-dessus, Gabriel, parce que sinon, je vais vous mélanger. On va revenir sur cette notion-là dans les prochains cours. Je ne veux pas axer là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle uniquement des cycles économiques pour que ça soit clair dans votre esprit. Mais oui, c'est une excellente question. C'est très, très pertinent et c'est quelque chose sur lequel on va revenir plus tard. Là, donc, regardez, mes chiffres, là, je vais les remettre. Mais là, je vais essayer de les remettre comme du monde, OK? En tenant compte du... ici, Joe, je pense. Alors, on a ici. La surchauffe qui est ici. On a... le 3, c'est quoi le 3? Je ne le vois pas, il faut que je descende. Là. Je vais juste voir. 3, c'est la stagnation, la récession. 3, 4, 4. OK. Excusez-moi, là, c'est pas optimal, mais bon, on essaie de faire avec les moyens du bord. Il n'y a aucun problème. Très gentil. Puis le 5 serait comme ici, j'imagine. Le 5, c'est-tu la reprise, c'est ça? C'est la reprise, le 5? Je le vois pas, là. C'est la dépression, le 5. C'est plus 4. Ouais, 4, c'est la dépression. OK. C'est parce que ça peut durer dans le temps. C'est ça. C'est parce que ça peut durer dans le temps. Ouais, la reprise, elle va être... la reprise, elle va être plus basse. Ça va être comme ici, là, la reprise. Ouais. Ah. OK. Donc... OK. Bah. Puis là, moi, je te dirais quasiment qu'on pourrait le séparer parce que tu as ta récession qui est ici, puis moi, je mettrais la dépression là. Moi, je trouve qu'en tout cas, pas c'est mal fait, là, mais... OK. Fait qu'on reprend ça. Alors, donc, comme ton économie est en surchauffe, qu'est-ce qui va arriver? Les gens, à un moment donné, ils deviennent inquiets parce que là, comme on est en surchauffe, il y a une augmentation qui est rapide des prix. Donc, l'inflation, elle devient très, très importante. Les prix augmentent plus vite et les salaires sont plus capables de suivre. Parce que quand tu étais voir ton patron une couple de fois pour avoir des augmentations, là, il va te dire oui, peut-être la première, peut-être la deuxième fois, mais après ça, il va te dire écoute, moi, je ne suis plus capable de suivre. Là. Je ne suis pas capable de t'augmenter plus ton salaire. Et là, tu te ramasses que tu t'appauvris. Alors, comme tu t'appauvris, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à faire attention, puis tu vas commencer à mettre de l'argent de côté, puis tu vas être plus prudent. Tu vas essayer de faire attention dans tes dépenses. Tu vas moins dépenser. Donc, comme les prix augmentent, tu dépenses moins. Et là, comme tu n'es pas tout seul dans cette situation-là, la plupart des travailleurs sont dans la même situation que toi. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Tous les gens font attention, consomment moins. Si tous les gens font attention et ils consomment moins, qu'est-ce qui arrive avec les bûcherons dans le bois? Ils vont recevoir un appel de la série qui elle-même a reçu un appel du matériau parce que le matériau se dit « Hey, moi, là, la pile de bois, elle n'arrête pas d'augmenter. Là, je suis rendu à pleine capacité. Là, du bois, arrêtez de m'envoyer. Je ne sais plus quoi faire avec. Je ne suis plus capable de vendre mes 2x4 parce que mes 2x4 ont trop augmenté de prix. » OK? Donc, là, à ce moment-là, le matériau Laurentien prend le téléphone, appelle à la série à l'Ascension, va dire à Série à l'Ascension « Hey, arrête de m'envoyer du bois. » Fait que là, lui, la série, il va remplir sa propre cour à bois, mais à un moment donné, il va slacker le chiffre de nuit. Mais s'il slack le chiffre de nuit, il crée du chômage, il crée du monde qui ne travaille plus. Ces gens-là sont à la maison puis ils vont recevoir du chômage. OK? Fait que là, ils coupent le chiffre de nuit. Là, après ça, ils vont couper le chiffre de soir. Il va juste rester le chiffre de jour. Puis là, ça se peut même que, éventuellement, on soit obligé, littéralement, même d'amputer le chiffre de jour. OK? Et on va faire la même chose avec les bûcherons dans le bois. Donc, en surchauffe, on se ramasse dans une situation où l'économie se met à ralentir très, très, très rapidement parce qu'il y a une trop grosse augmentation des prix et les salaires ne sont plus capables de suivre. Souvenez-vous de ça, OK? Stagnation. Là, on est au top.
on est sur le pic, on est sur le top du mont Everest. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des licenciements massifs qui se font. Là, les gens perdent leur job par centaines, par milliers. OK? Ils se ramassent au chômage. Là, l'économie stalle. Ça bloque, flanque. Pareil comme si on mettait les freins, on mettait le frein à main sur le char, puis là, le char, il dérape, là. OK? C'est l'économie qui est en train de déraper, là. C'est ça qui se passe à 3, là, au numéro 3. C'est la stagnation. OK? Et là, comme ça stagne, là, les gens paniquent, mettent leur argent de côté, arrêtent de dépenser. Le peu qu'il leur reste, ils veulent se faire des réserves parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Et là, on est comme sur le top de la montagne russe, là. Et là, on sait qu'on va se faire tirer par en bas, là, parce que tu as le petit train, tu as le reste du petit train qui, par gravité, va te tirer dans le bas, OK, de cette montagne russe économique. Et là, à ce moment-là, c'est des jobs qui se perdent en cascade. On tombe en récession. Le taux de chômage augmente. Le nombre de travailleurs qui ne travaillent plus et qui sont disponibles à travailler, il y en a par milliers et par milliers. OK? C'est ça, la récession. Et là, la récession, c'est une baisse très, très importante de la demande, OK? Et une offre qui est restée la même. Et là, l'offre va se mettre à diminuer et généralement, les prix vont se mettre à baisser pour que les gens recommencent à consommer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On veut essayer d'inciter les gens, à essayer le plus possible, des inciter à recommencer à consommer puis à reprendre confiance. Vous vous en souvenez, hein? Un des principes de base que je vous ai montré aussi en économie, c'est que tout en économie, tout repose sur une seule chose, la confiance. Si vous avez confiance dans notre système économique, bien, à ce moment-là, les choses vont bien fonctionner. Si, au contraire, vous perdez confiance et que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là, tout le monde se ramasse dans une situation où il n'y a plus de confiance, là, on est vraiment dans la chenoute, mais pas rien qu'à peu près. OK? Alors, récession, quand on a 3 trimestres d'affilée. Combien de trimestres dans une année? Combien de trimestres dans une année? 4. 4 trimestres. Oui, merci. OK? Trimestre, 3 mois. OK? 3 mois, ça, c'est un trimestre. On a 4 trimestres dans une année. Ça va? Mais si on a 4 trimestres en tout dans une année, on peut compter le trimestre comme des saisons. Excuse-moi? Ben, si on a 4 trimestres Oui. par année, on peut compter, ça veut dire les trimestres comme des saisons. Tu as tout à fait raison, absolument. Pour avoir un trimestre d'hiver, trimestre de printemps, été, automne. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Exact. C'est absolument approprié de le dire. Oui. OK? Donc, on peut avoir on a un trimestre par saison. Donc, tu as 4 trimestres. Je pose la question parce qu'à tous les ans, il y a des gens qui me disent un trimestre, c'est 4 mois. Tu sais. Non. C'est un trimestre, c'est vraiment 3 mois. Trimestre, 3 mois. OK? Donc, si on a 3 trimestres consécutifs que le PIB il est négatif, il pique du nez ou il est presque à zéro, à ce moment-là, on sait qu'on est en récession. Ça prend 3 trimestres comme ça, consécutifs qu'on descend. Là, tu vas me dire, dans la situation économique actuelle, comment est-ce qu'on sait qu'on est en récession? Bien, c'est simple, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois. C'est des situations exceptionnelles ce qu'on vit là. On est en état de siège, on est en état de guerre contre un virus. OK? Et le taux de chômage en un mois a grimpé de presque 20 % en un mois. On était presque au plein emploi et là, on se ramasse du jour au lendemain dans une situation où pour vous autres, vous vouliez avoir une job, vous aviez juste à claquer des doigts et il y avait 3 employeurs qui étaient prêts à vous offrir une job, à une situation où là, vous allez être en compétition avec bien du monde qui vont vouloir travailler. Et là, ça, c'est un gros changement. Ça va être un gros changement pour vous autres. Ça va être un gros changement pour un paquet de monde parce qu'il va y avoir une rareté des jobs. Mais ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore connu. Moi, je l'ai connu en masse, par exemple, mais ça, c'est une autre histoire. Gabriel. Mais en fait, aussi,
on parle en fait actuellement que si ça continue, en fait, que ça serait une dépression là même, parce qu'on voit les chiffres, puis on s'entend qu'on approche de plus en plus les chiffres des années 30, là, si je ne me trompe pas. Là, Oui, c'est tout à fait vrai. Et donc, Vas-y, complète. on ne pourrait pas dire qu'en fait, c'est pas juste une récession, mais ça pourrait même être une dépression, en fait, qu'on vit en ce moment. Là. Officiellement, on n'est pas encore en dépression. La dépression, c'est une récession qui se poursuit là, pendant très, très, très longtemps. L'espoir à l'heure actuelle du gouvernement du Québec, j'écoutais Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre des Finances, et Fitzgibbon disait qu'il espère que la reprise économique va se faire au Québec d'ici 3 à 5 ans. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est 3 à 5 ans. Okay. Si tout fonctionne comme il faut. Dans le pire des cas, ça viendrait en plus long. La crise de 29, ça a duré presque 12 ans. OK? Ouais, ça a duré presque 12 ans. Ouais. C'est au-dessus d'une décennie. Et il a fallu une guerre mondiale pour sortir le monde de la crise. Donc, ça a pris 65 millions de morts pour être capable de sortir de la crise de 1929. Je ne souhaite pas, ai-je besoin de le dire, qu'on aille une troisième guerre mondiale. C'est pas ça que je veux, là. Bien au contraire. Là. Je vous dis juste qu'il faut savoir que ça peut être long et pénible. OK? Et donc, ce qui s'annonçait pour beaucoup d'entre vous comme quelque chose de facile au niveau de l'intégration du marché du travail risque d'être beaucoup plus compliqué que qu'on pouvait l'espérer il y a encore 2 mois. Je vous en parlais il y a 2 mois et demi, tu sais, puis pour moi, je voyais pour vous un avenir qui était facile et radieux, tu sais, puis j'étais content, puis je suis content parce que je vous aime, puis je veux le meilleur pour vous autres, là, tu sais. Puis là, il faut faire le constat que ça ne sera pas facile, vous allez avoir des épreuves, ça va être un chemin ardu, tortueux, ardu, avec bien des roches sur ce chemin. Fait que je vous dis, mindez-vous à ça. OK? Vous allez avoir votre place. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir votre place. Mais ça ne sera pas facile. C'est juste ça que je veux vous dire. OK? Fait que vous allez vous tailler votre place, vous allez comme bien déboucher, ça va bien aller. Mais ça va être plus difficile que ce à quoi on pouvait s'attendre il y a à peine 2 mois. OK? C'est vous dire que des fois, la vie, elle change, ça vire Saint-Dicenne. C'est ça que ça nous montre. C'est que ça peut virer Saint-Dicenne. Mais ce ne serait pas en fait plus compliqué pour surtout les gens qui vont, après la crise, sortir du cégep ou l'université, parce que nous, il nous reste quand même, pour la majorité d'entre nous, aller faire le cégep, puis pour d'autres, aller à l'université. Mais ça dépend. Ça dépend, Tristan, parce que là, moi, j'ai un paquet d'élèves. J'ai un paquet d'élèves cette année, tous les années, remarque, là, qui s'en vont professionnels, qui s'en vont faire un cours professionnel puis qui vont déboucher sur le marché du travail dans 12 à 24 mois. Oui, comme que j'ai dit, pour la majorité d'entre nous. J'en ai un paquet d'autres qui vont sortir sur le marché du travail dans 3 ans parce qu'ils vont faire une technique. La majorité vont sortir sur le marché du travail avec une technique. Oui, c'est ça que je disais, ceux qui vont finir le cégep, il y en a d'autres qui vont devoir aller à l'université, mais c'est pas tout le monde, là, comme que je dis. Parce que c'est vraiment comme. En tout cas, c'est chacun son parcours. Mais comme vous dites, admettons, ceux qui s'en vont sur le marché professionnel en faisant des techniques, des trucs de même, ça va prendre comme 24 mois, d'autres, ça va leur prendre 3 ans, d'autres, ils vont encore poursuivre dans l'école. Fait que moi, je me dis, quand même, 24 mois, c'est quand même 2 ans. Mm-hmm. Donc, probablement que, en fait, ça va être vraiment plus difficile pour les personnes qui sortent, genre 1 an après la crise et tout, là, que nous, qui on a encore au moins 2 ans devant nous. Écoute, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Ça, c'est certain que ça soit le plus facile. Mais écoute, regarde, on est dans le noir. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On est à tâtons, OK? Moi, c'est sûr que je te parle, par exemple, de la crise des années 30. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça que nous allons vivre. Je ne le souhaite pas que ce soit ça qu'on vive, d'ailleurs. Mais il faut être conscient que dans les années 30, les gens, ils se promenaient d'une ville à l'autre pour trouver de la job, là. Il y a des gens qui sautaient les trains. OK? Sauter les trains, ça ne veut pas dire mettre de la dynamite en dessous, là. Sauter les trains, ce que ça veut dire, c'est que les gens
embarquait sur les wagons, dans les wagons de marchandises. Il rouvrait, la porte était ouverte sur le wagon de marchandises. Là, il courait, puis il sautait sur le wagon de marchandises, puis il embarquait, puis, parce qu'il n'y avait pas les moyens de payer l'autobus. Donc, il prenait un train, puis il se promenait, mettons, de Montréal, puis il disait « Hey, j'ai entendu dire qu'à Toronto, il y a de la job. » Donc là, il prenait un train jusqu'à Toronto, puis il débarquait à Toronto pour essayer de se trouver de la job là-bas. Et là, quand il arrivait à Toronto, la plupart du temps, il s'apercevait qu'il n'y en avait pas de job. Il n'y en avait pas plus qu'à Montréal. Et là, il reprenait un train, puis il disait « Ah, il paraît qu'à BC, il paraît qu'en Colombie-Britannique, à Vancouver, il y a de la job. » Donc là, il s'en allait jusqu'à Vancouver en sautant un train. OK? Puis à l'inverse, tu avais les gens qui étaient en Colombie-Britannique, eux autres, ils entendaient dire qu'à Montréal et à Toronto, il y avait de la job. Fait qu'ils faisaient l'inverse. Fait que c'était comme ça pendant des années. Les gens se promenaient. Il y avait énormément de mobilité parce que les gens étaient prêts à faire n'importe quoi pour travailler, pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille. N'oubliez pas, vous êtes à une époque où il y a énormément de main-d'œuvre non spécialisée, donc des gens qui sont très peu scolarisés. Vous êtes déjà beaucoup plus scolarisés en train de se jaser, vous et moi, que vos arrière-grands-parents puis vos arrière-arrière-grands-parents. Vos arrière-arrière-grands-parents, la plupart, là, il n'y avait même pas un primaire de compléter. Ils n'avaient pas terminé des études primaires. Mon grand-père, ma grand-mère, Lapointe, mon grand-père Fernand, là, je pense qu'il y a une 4e année primaire ou une 5e année. C'est tout. OK? Ma grand-mère, elle, je pense que c'est une 5e, elle n'a pas pu finir sa 6e. Puis d'ailleurs, elle a pleuré sa vie quand elle était petite parce qu'elle espérait pouvoir qu'au moins terminer son primaire, mais sa mère est morte. Puis son père, il a dit « Maintenant, c'est toi qui vas tenir la maison à place de maman qui est morte. » Fait qu'elle était obligée de lâcher l'école pour s'occuper de ses frères et de ses sœurs, puis tenir la maison, faire à manger, puis recoudre pour repriser les pantalons qui étaient troués. Parce que dans ce temps-là, on ne prenait pas les jeans et les sacrés dans les vidanges parce qu'il y avait un trou dedans. Là. On mettait une patch ou on les recousait. Je vous le dis, je vous en ai parlé souvent de ça. Le Québec, on sort d'une immense pauvreté. C'était très, très pauvre. Et ça, c'est une réalité. Et les années 30, c'est venu exacerber cette période-là. Là, OK? Et ça a marqué les gens qui l'ont vécu. C'est moi, mon grand-père, ma grand-mère, ils partaient à la fin de leur vie, là, dans les années, il a été rendu à 60-70 ans, ils s'en allaient passer l'hiver en Floride. Et avant de partir, ils m'amenaient un sac avec tous les vieux légumes qu'ils avaient laissés dans le frigidaire pour me les donner parce qu'ils ne voulaient pas que ça se perde. Comprenez-vous? C'est la mentalité des années 30 à cause de la Grande Dépression. Le manger, il ne faut pas le perdre. Ça va, Alexis? Ah, je me scanne sur mon bureau. OK. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que mon grand-mère, quand j'arrive chez elle, il y a toujours plein de stock dans son frigo et dans son congèle. C'est plein à craquer. Oui, au cas où. Au cas où il arrive quelque chose. S'il y a une crise, s'il y a quelque chose, il faut être capable de se revirer de bord. OK? Donc, il faut être capable de faire face. Faut être capable de faire face à la crise, au danger. OK? Donc, c'est important de stocker. Et souvent, dans leur sous-sol, ils ont des tablettes avec une dépense, avec des cannes, avec bien du cannage. Oui, maison, oui. Parce que s'il arrive quelque chose demain matin, il y a des problèmes, il y a un manque de courant, il manque quoi que ce soit, on a quelque chose, on est en sécurité, on a dû manger. On a dû manger, on a une maison, on est autosuffisant. OK? Hey, imagine-toi demain matin, là, il y a je ne sais pas moi, un virus, il y a un hacker qui réussit à rentrer dans le système bancaire, puis là, pouf, le système bancaire s'effondre. Ça a failli se passer. Tu ne peux plus retirer d'argent au guichet. Moi, c'est clean, j'ai pas d'argent. Oui, mais tu ne peux plus payer avec ta carte. Il n'y a plus rien. Tu peux faire de schlick-schlick. Oui, tu ne peux plus faire de schlick-schlick. Tu es dans la merde. Plus de schlick-schlick. Tu ne peux plus payer avec ton téléphone. Tu ne peux plus payer avec ta montre. Tu ne peux plus payer avec rien partout. Ça prend de l'argent en cash. Tu fais quoi? T'en gardes de côté, de l'argent en cash. Ah, qui c'est qui garde de l'argent en cash, ça? Ouais. Bravo, 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 bravo. Je suis fier de vous autres. Ça veut dire que vous avez écouté dans mes cours. Je suis fier de vous autres. Je suis fier de vous autres. All right. Xavier, t'avais-tu une question? Ça va? OK, super. OK. Donc, non, mais c'est important. C'est important, mais c'est être conscient que tout peut changer en peu de temps. La crise qu'on vit là, du COVID, vous montre exactement ça.
On est confronté à ça présentement. Donc, les choses peuvent changer Saint-Dicenne. OK? Et il faut être en mesure de parer ce genre de situation-là. Je reviens donc à mon fameux graphique, si vous me le permettez, et on va compléter ça parce qu'il ne nous reste pas bien de temps. Il est déjà rendu presque 11 heures. Donc, on a atteint la stagnation. Là, il y a eu une perte de confiance. Comme il y a une perte de confiance, on est en récession. Là, en récession, les gens ont perdu leur job par milliers. Les gens ont perdu confiance dans le système. Fait que ceux qui ont de l'argent le mettent de côté puis ils le protègent. Ils ont stocké. Là. C'est ça l'idée que je vous ai dit, là, d'avoir des réserves, etc. Là. C'est la mentalité de vos grands-parents. Là. D'avoir de l'argent en cash, d'avoir des réserves, dire si jamais il y a des problèmes, on est capable de les faire face. Mais là, imaginez-vous qu'il n'y a pas juste le Canada qui est dans cette situation-là. Imaginez-vous que c'est tout le monde occidental au complet qui est dans cette situation-là. Qu'est-ce qui se passerait? La récession, là, elle va se transformer en dépression. Parce que nous autres, on fait du commerce avec d'autres pays. En fait, le Canada, on est un producteur de matières premières. Donc, notre économie, à la base, repose sur la création, la production de matières premières qu'on va faire du bois, on va faire du fer, on va faire du cuivre, du nickel, etc. dans les mines. On prend ça, on le transporte dans des pays étrangers où il va être transformé, OK? Et où on va pouvoir fabriquer des objets finis. Parce qu'on ne fabrique plus rien. Hein? À part la construction, là, on ne fabrique plus grand-chose. Hein? On fabrique certains produits de haute technologie, là, mais on ne fabrique presque plus rien au Canada. Et d'ailleurs, ça, c'est problématique. Dans la crise qu'on vit actuellement nous révèle à quel point c'est une grosse, grosse faiblesse. De tout envoyer en Chine puis au Mexique, c'est une mauvaise idée. C'est une très, 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 très mauvaise idée. Okay? Il faut être capable de produire, d'avoir une capacité de production. Tu sais, regarde les masques. Il faut attendre après la Chine, puis là, ils se battent sur le tarmac de l'aéroport pour pouvoir avoir des masques puis pour pouvoir les rapatrier. Les pays se battent. Ils payent 2, 3, 10 fois le prix. Alors que si on avait une usine ici qui en produisait, le problème serait réglé. Il faut absolument avoir de la production qui est secondaire. Primaire, c'est les matières premières. Industrie secondaire, c'est la transformation, la production d'objets finis. Puis, industrie tertiaire, l'industrie tertiaire, c'est l'industrie des services, de la vente. Ça, nous autres, on a fait presque juste ça au Canada. Au Québec, c'est presque exclusivement une industrie tertiaire que nous avons. On fait du primaire puis du tertiaire. Le secondaire, on l'a envoyé soit dans des pays en voie de développement, soit dans des pays du tiers-monde. En passant, on avait envoyé ça en Chine. Pourquoi qu'on a envoyé ça en Chine? Oui, Gabriel. Ça coûte moins cher faire ça en Chine. Ça coûtait moins cher. Et regarde le temps de verbe que je viens d'utiliser. Ça coûtait moins cher. Ça coûtait moins cher. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la Chine, de plus en plus, devient elle aussi une grande puissance économique. Elle s'industrialise. Ben oui. Et là, la Chine est passée des années, mettons, de la fin des années 80, avec peut-être l'équivalent de 30 millions, 40 millions de personnes qui faisaient partie de la classe moyenne, sur 1,3 milliard, à presque 700 millions de personnes qui forment la classe moyenne. Et ces gens-là, donc, de 700 millions de personnes, c'est du monde en maudit, c'est plus que 2 fois les États-Unis, ça, là, OK, en population, là, qui sont juste de la classe moyenne en Chine. Et ces gens-là voient leur salaire augmenter. Et là, ils ont le salaire des gens, par exemple, des travailleurs en Pologne, en Europe de l'Est. Donc, les travailleurs en Europe de l'Est gagnent à peu près le même salaire que cette classe moyenne chinoise-là. Donc, ça fait en sorte que tes travailleurs chinois sont de moins en moins compétitifs. Ça vaut de moins en moins la peine d'aller produire là-bas. Et là, on doit s'interroger sérieusement sur est-ce qu'on doit continuer à laisser nos usines là-bas ou on ne devrait pas plutôt fermer là-bas et déménager et ramener ça ici. Parce qu'il y a 2 facteurs qui vont permettre de changer notre économie et qui pourraient nous permettre de sortir rapidement d'une dépression. OK?
Et ça, c'est si nos gouvernements sont prêts à investir et à aider les entreprises et à forcer les entreprises à revenir. À l'inverse, ils modernisent leurs industries. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils informatisent et ils robotisent. Donc, tu as besoin de beaucoup moins de travailleurs. Tu peux produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, OK, 365 jours par année, pour un coût qui est inférieur à ton travailleur chinois dans l'usine. Et ton robot, il ne tombe pas malade. Ton robot, il n'a pas mal à la tête pour rentrer à job le matin. Donc, ce qu'on risque de voir dans les prochaines années, c'est des pans complets qui vont partir d'Asie puis qui vont revenir au Canada. Et ça pourrait nous permettre de sortir rapidement d'une éventuelle dépression. Mais ça, on aura l'occasion de le découvrir ensemble dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas timides, mes chers amis. Eh bien, en fait, vous avez parlé qu'en fait, on ramènerait un peu nos usines ici au Canada ou qu'on robotiserait. Oui. En même temps, je veux dire, quand je vois souvent les paires de jeans ou les paires de souliers, là, qui, en fait, ils sont plus faits en Chine beaucoup parce qu'on s'est rendu compte que ça coûtait plus cher. Fait que là, on les fait genre dans d'autres pays, mais qui sont encore qui sont plus pauvres encore que la Chine. Fait qu'on pourrait pas se dire aussi que, à place que les usines, ils décident de revenir ou robotiser, ils décident de on va aller en Inde, au Bangladesh ou au Vietnam à la place pour faire encore plus d'argent, non? Oui, mais il y a un paquet de considérations. Oui, mais tu ne feras pas plus d'argent. C'est ça l'affaire, c'est que ton travailleur, imagine-toi, là, ta machine là, est capable de produire beaucoup plus que ton travailleur. Ta machine, comme je te dis, elle ne tombe pas malade. Elle peut travailler, elle, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 non-stop. Ton travailleur, lui, il va se fatiguer quand il va travailler 18 heures dans une journée, là. Tu comprends? Mais c'est parce qu'on arrive à un moment de l'histoire où la technologie arrive à point avec les intelligences artificielles. On est capable de fabriquer des choses qu'on n'aurait pas été capable de fabriquer il y a 10 ans, il y a 15 ans. OK? Donc, on est capable de produire beaucoup plus, constamment, à un coût qui est beaucoup plus faible que même des travailleurs du tiers-monde ou de pays en voie de développement, comme tu le soulignes. Et l'autre chose, c'est le transport de tes marchandises. Alors, tu veux transporter tes marchandises, là, ils partent du Vietnam, ils partent de Chine, ils partent du Laos, ils partent du Bangladesh. Ils sont transportés par bateau sur des milliers de kilomètres pollués à la planche. Donc, c'est vraiment pas écologique. OK? Il y a un coût à ça, là. Alors que si ton usine est à Saint-Hyacinthe ou ton usine est à Mirabel, à côté de l'aéroport, t'es mort de rire. Ça ne te coûte rien. Tu comprends-tu? Le transport, là, c'est du transport local. Au niveau écologique, au niveau de l'environnement, c'est bon. Au niveau national, c'est bon parce que ça ramène des jobs ici. Tu vas me dire, oui, mais là, c'est tous des robots. Oui, mais non, parce que tu as besoin de gens qui vont programmer, tu as besoin de gens qui vont réparer les machines, tu as besoin de gens aussi pour surveiller et t'assurer que toute la production est correcte. Donc, tu recrées de l'emploi ici alors que ces employés n'existaient plus du tout. Tu recrées des emplois ici et des emplois qui vont être bien payés parce que ce n'est pas quelqu'un qui travaille au salaire minimum, là. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur une chaîne de montage. C'est un programmeur, c'est un réparateur, des réparateurs. OK, tu comprends? Donc, ça redevient intéressant pour nous autres d'avoir une industrie qui produit des biens secondaires, qui fait de la production. OK? Donc, c'est gagnant-gagnant. Moi, je pense que c'est la meilleure façon pour l'Occident, pour le Canada et pour le Québec de se sortir de cette crise économique dans laquelle on est deux premiers orteils, là, mais ça ne sera pas long qu'on va être dedans au complet pour être capable de changer les choses pour le mieux. J'ai Xavier qui avait une question. Tantôt, vous avez dit, Oui. que ça va être peut-être plus difficile pour nous de nous trouver des emplois plus tard. Mais est-ce que quand ça va être justement notre temps d'aller en maison... Mais pas impossible, Xavier. Ouais. Hein? C'est bien important. Mais quand ça va être notre temps d'aller d'aller déménager, acheter une maison, tout ça, est-ce que les prix des maisons plus tard vont être super chers, même si c'est dans comme 5-6 ans? Est-ce que ça va être encore plus cher que maintenant? Ça devrait avoir le phénomène contraire. Ça devrait avoir diminué.
OK? Est-ce que ça va faire un petit peu comme en 2008? Mais en 2008, la crise qui a été vécue au niveau mondial en 2008 était engendrée justement à cause des hypothèques. En passant, je vais mettre j'en parlais tantôt, là, le film de Big Short. Je vais le mettre, je vais l'uploader et je vais le mettre disponible via Google Classroom si ça vous tente de le visionner. Demain, il annonce de la flotte, il annonce de la merde toute la journée. Alors, belle occasion de visionner cet excellent film si ça vous le dit. Là, OK? Donc, dans ces circonstances-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une diminution de la valeur foncière. Donc, les maisons vont baisser de prix, les terrains vont baisser de prix parce qu'il n'y aura plus de demande ou la demande va avoir baissé énormément. Et donc, l'offre va devenir beaucoup plus importante. Si l'offre est très importante, la demande est faible, qu'est-ce qui arrive au prix? Le prix baisse. Le prix pique du nez. Donc, au niveau, quelqu'un qui a de l'argent, c'est une belle occasion présentement d'acheter des terrains. C'est ça. En fait, pas maintenant, mais dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'acheter des terrains, d'acheter des maisons. Ça peut être un investissement extraordinaire parce qu'il peut pogner des deals qui sont vraiment en deçà de la valeur. Mais encore là, il faut que tu aies du pognon ou la capacité financière de les acheter. Oui, c'est ça. Ça répond, Xavier? Oui, OK, super. Merci. Jessie! Allô, Jessie! Hello! Je voulais juste savoir, concernant justement, mettons, le déplacement des industries, genre au Canada, est-ce que vous pensez que ça va vraiment arriver? Genre, dans le sens, est-ce que les industries canadiennes vont vraiment, genre, justement, mettons, arrêter leur production pendant un certain temps pour comme tout déménager ici? Parce que je dirais que moi, j'y crois pas vraiment qu'ils vont comme, genre, tout faire ces changements-là, genre. Toutes, non. Toutes, non. Une portion, oui. OK, dans certains domaines. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté politique réelle. Les politiciens canadiens et québécois, puis partout en Occident, on est en train de s'apercevoir que nos moyens de production, c'est vital, puis on laisse ça à des gens qui sont des adversaires idéologiques. Ils n'ont même pas le même mode de vie que nous autres, puis ils n'ont pas les mêmes valeurs, puis ils n'ont pas la même philosophie que nous autres. Et c'est littéralement des adversaires. Donc, on donne à nos adversaires des outils qu'ils peuvent utiliser contre nous. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, à ce moment-là, oui, on va voir comme certains secteurs. Est-ce qu'on va voir tout ce qu'on voudrait avoir comme secteur se déplacer? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a certains domaines qui vont demeurer ailleurs, qui vont demeurer à l'étranger, mais je pense que ce serait une bonne chose d'en rapatrier le plus possible. Ouais. Le plus possible. Mais regarde, c'est sûr que tout ce qui est de haute technologie, ça reste ici. Hein? Regarde, tu parles par exemple aéronautique, les avions, mais on devrait d'avoir par exemple l'informatique. Imaginez-vous la production, par exemple, d'ordinateurs, les micropuces, tout était rendu en Asie. Or, on sait qu'on peut tout informatiser ça pour la production. On pourrait produire facilement ici ce qui est fait là-bas à faible coût en robotisant. Alors, pourquoi qu'on ne le fait pas? Ça coûte cher, l'investir. Oui, mais dans la mesure où tu as le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis qui investissent. Hey, juste, je ne sais pas si. Il y a juste les élèves qui étaient avec moi en droit qui vont s'en souvenir. Mais quand le lieutenant-gouverneur est venu à l'école, puis je lui ai posé la question, je lui ai dit comment ça se fait que nous, le Québec, à chaque année, on donne 12 milliards en subvention à des compagnies multinationales, alors que la province qui en donne le plus après nous, c'est l'Ontario, puis il en donne 6. T'sais. Imaginez cet argent-là, là, c'est 12 milliards qu'on donne. Imaginez si on prend cet argent-là, puis on dit dorénavant, là, on va passer des lois qui vont obliger les entreprises à rapatrier les opérations. Puis 2, on va prendre cet argent-là, le 12 milliards, et on va subventionner des entreprises pour les aider à ramener leur production ici. Hey, là, ça change la donne complètement. Là. Oui. Ça viendrait tout changer. Là. Mais au lieu qu'ils se mettent ça dans les poches, là, parce que les 12 milliards, c'est souvent ça qui arrive. Là. Les PDG se mettent tout ça dans les poches. Tu as raison. Ça va nulle part, là, cet argent-là. C'est considérable. Hey, c'est 12 000 millions. Puis après ça, on dit on manque d'argent en santé, on manque d'argent en éducation. Ben oui. On s'endette. On s'endette pour subventionner des entreprises multimilliardaires. Ouais.
Ça n'a pas de bon Les sens. PDG se mettent ça dans les poches. Ouais. Donc, on laisse les entreprises diriger. Alors, il faut qu'on change notre philosophie. C'est là qu'on voit les limites du modèle capitaliste, puis se dire, oui, c'est bien le capitalisme, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de... Regarde, on a une belle façon, on a un beau mode de vie, mais il faut être capable d'adapter les choses, puis il faut mettre un harnais au capitalisme pour le limiter. C'est comme un cheval fou. Si tu le laisses pas, si tu le donnes pas, il va t'embarquer dessus, il va te tuer. OK? Donc, il faut que tu sois capable de le limiter. Et là, je pense que collectivement, on arrive là. Il faut qu'on mette une bride, il faut qu'on mette un harnais, on harnache la bête pour être capable de la contrôler. Parce que sinon, elle va nous bouffer, toute la gang. Marianne. C'est ça, je voulais savoir parce que vous disiez, tu sais, avant, on peut encore produire nos choses en Chine parce que le coût de production était moins cher. Oui. Mais si, mettons, on ramène ça ici au Canada, est-ce que ça va coûter plus cher la production ou justement, c'est comme rendu au même niveau? En fait, au niveau du salaire, ils sont encore plus bas que nous. OK? Ils sont au niveau à peu près de l'Europe de l'Est. Fait que les pays, je nommais qu'entre autres la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, donc les pays d'Europe de l'Est. Ils ont augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des salaires par rapport à ce qu'ils étaient. Maintenant, ils doivent... là, on est rendu vraiment à un moment où ça serait une bonne chose de penser, d'envisager de rapatrier la production, mais n'oublie pas, ce qu'on n'a pas en travailleur, on va l'avoir en robotique. Mm-hmm. OK? Donc, on ramène l'argent ici, l'argent est dépensé ici. Puis l'autre chose, parce que là, sinon, on prend l'argent et on la dépense là-bas. Là. Donc, on enrichit le là-bas au lieu d'enrichir le ici. Donc, on ramène l'argent ici, l'argent se dépense ici. Au lieu de faire travailler, mettons, 100 individus là-bas, on va faire travailler peut-être 20 individus ici. Puis la différence, ça va être des machines, ça va être de la robotique, ça va être des intelligences artificielles, ça va être de l'informatique qui va nous permettre de produire autant, mais même plus, en fait, que ce qui est produit en Chine, avec pas de transport parce qu'on est déjà sur place. Oui. Donc, l'avantage est considérable. On est capable de produire ici même avec pas de tout de transport. Hey! Et après ça, on se dit, hey, comment ça se fait qu'on a des problèmes? On a une île de plastique dans le Pacifique. Comment ça se fait qu'on a autant de gaz à effet de serre qui se brûlent? Avez-vous vu le nombre de navires en circulation? Allez, juste pour le fun, après le cours, là, allez sur Google puis tapez map navire en circulation, océan du monde. Vous allez être flabbergasté de voir le nombre de bateaux. OK? C'est des dizaines et des dizaines de milliers de navires, dont de nombreux navires qui datent d'avant que la mer morte tombe malade, là, des vieux bateaux des années 50, hyper polluants, qui transportent les biens sur des milliers de kilomètres en polluant d'une façon épouvantable. On veut changer la planète? C'est le temps, là. C'est le temps, là. Greta Thunberg, là, c'est le temps là. OK? On veut changer les choses, c'est le temps là. On ramène notre production. On pense à l'environnement, on fait travailler le monde ici, on s'enrichit nous autres, puis on garde notre argent. Puis ce qu'on vend à l'étranger, bien, l'argent s'en vient ici au lieu de rester en Chine. On s'enrichit collectivement. C'est win-win. C'est comme ça. Investir l'argent dans la production, mettons dans la robotique, si vous dites que mettons, on va robotiser un peu comme la manière de produire puis tout, ça va pas valoir l'argent qu'on dépense, mettons, à faire produire des choses en Chine aux travailleurs, genre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Au départ, oui, mais rapidement, tu vas rentabiliser ta machinerie. Parce que, mettons, ta machine, là, ton travailleur, tu le payes à tous les jours, OK? En fait, à tous les semaines. Et alors que ta machine, tu la payes une fois, puis après ça, c'est terminé. Non seulement, à un moment donné, elle s'est rentabilisée parce que tu as réussi à la payer, mais là, à partir de ce moment-là, elle te rapporte de l'argent. Là, tu me dis, oui, mais il y a des coûts d'entretien, mais même à ça, les coûts d'entretien vont être quand même nettement inférieurs par rapport à ce que la machine va te rapporter. Oui. Et là, la patente. Puis l'autre affaire, c'est les fameux coûts de transport que je te parlais tantôt. Oui. Transporter par container ton ordinateur qui est produit dans le Xinjiang, en Chine, OK?
puis que tu veux ramener puis vendre à Montréal puis à Toronto, le coût de revient de transport, il est important parce que c'est sur des grandes distances. On me dit oui, mais tu en as des milliers dans un container, donc ça coûte moins cher. On va dire oui, tu as raison, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher que de fabriquer ici à Mirabel à côté. Oui, non, c'est ça. Puis de venir te le vendre au Costco, à Saint-Jérôme ou au Best Buy. Tu es juste à côté. Là, fait que tu n'as presque pas de coût. Là. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. En tout cas, pour tout le monde dans notre société, dans le monde occidental. Ça, c'est sûr. Puis, inquiète-toi pas, la Chine, elle ne va pas partir. Là. La Chine, ils ont un marché intérieur d'1,3 milliard de personnes. Ils ne vont pas se mettre à faire pitié parce qu'on arrête de faire affaire avec eux autres. Là. Non, c'est ça. Ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pensons à nous un petit peu. Moi, je pense à vous autres. Non, mais vous êtes au centre de mes préoccupations. Okay? Ouais. Vous êtes ma vie. Moi, je travaille avec vous autres à longueur de journée, à longueur de semaine. Puis je pense à l'avenir de ma société. Puis l'avenir de ma société, ben, guess what? C'est vous autres. Fait que vous êtes important pour moi. Puis ça, c'est important. Là. C'est important, puis c'est important de faire avec. Avez-vous d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Allez dehors, allez jouer dehors. On va aller se faire bronzer. Écoute, c'est ça, là. Le de Laval. Il fait tellement beau. Profitez-en, il annonce de la grosse pluie. Puis je vous mets d'ici la fin de la journée, donc le fameux film The Big Short sur Classroom. Je vais l'uploader sur Google Drive. Allez voir ça. Demain, il annonce de la grosse pluie toute la journée. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'ici là, gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire en privé. Le prochain cours, donc, lundi, monde contemporain, États-Unis, deuxième partie, on fait le 20e siècle. Le 21e siècle, et on parle des enjeux, des choses qui touchent les États-Unis. Et je vous fais voter sur le prochain pays sur lequel on va jaser ensemble. Et le vote, il va être sur le prochain pays qu'on va aborder. Non, mais en fait, quand on va finir le cours, le vote, j'imagine que vous allez le poster à quelque part. Là, Oh oui, je vous fais un petit sondage maison. Là, puis je vous demanderai de voter pour quel pays vous voulez qu'on... je mettrai ça soit sur Facebook ou sur Classroom. Là, on va s'arranger. Inquiétez-vous pas. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, les amis. Ah ben, vous aussi, M. Derry. Bye, bonne journée. Bonne fin de semaine. Vous aussi, Prenez soin de monsieur. vous Avec autres. votre fils. Bye! Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Salut, là. Bye bye.